l'espace de quelques décennies à peine, la carte du monde a été complètement redessinée. Des empires qui semblaient éternels se sont littéralement effondrés, laissant la place à des dizaines et des dizaines de nouvelles nations. C'est l'histoire d'une naissance, celle d'un nouveau monde. Regardez un peu cette chronologie. C'est fou quand on y pense. En à peine 30 ans après la Seconde Guerre mondiale, des continents entiers ont changé de visage. Alors la grande question c'est, comment un bouleversement aussi gigantesque a-t-il pu se produire et si vite ? Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord s'intéresser à la fin des empires, puis on va zoomer sur deux cas très différents, l'Inde et l'Algérie. Ensuite, on verra les défis incroyables pour construire un État, et on terminera sur l'émergence d'une nouvelle force mondiale, le tiers-monde. On est en 1945. Le monde sort tout juste d'une guerre terrible. En apparence, les grands empires coloniaux, le britannique et le français surtout, dominent encore une bonne partie de la planète. Mais en coulisses, les fondations de ce vieil ordre mondial sont déjà en train de craquer de partout. Le mot-clé ici, évidemment, c'est décolonisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est tout simplement le processus par lequel une colonie secoue la tutelle étrangère pour devenir un pays souverain, un État à part entière. Mais attention, il n'y a pas une seule recette pour l'indépendance. En fait, on peut dire qu'il y a deux grandes routes. Soit la route de la négociation, quand la puissance coloniale finit par accepter de lâcher le pouvoir, soit la route de la violence, quand elle refuse et que la liberté doit être arrachée par la force. Commençons par le cas d'école de l'indépendance négociée, l'Inde. C'est souvent présenté comme un modèle de transition en douceur. Mais comme on va le voir, la théorie c'est une chose et la réalité en est une autre, bien plus complexe. Alors, l'Inde, c'était le joyau de la couronne de l'Empire britannique. L'indépendance est obtenue en 1947, après des décennies de lutte menées par des figures immenses comme Gandhi et Nehru. Et officiellement, tout ça se termine par des négociations avec les Britanniques qui sortent épuisés de la guerre. Mais, et c'est là toute l'ironie tragique, la minute où les Britanniques partent, une guerre civile d'une violence inouïe éclate entre les communautés hindoues et musulmanes. Le résultat, la partition du pays, la création de l'Inde et du Pakistan, et des millions de déplacés au milieu d'un véritable bain de sang. Négocier, oui, mais pacifique, certainement pas. Maintenant, changement de décor radical. On passe à l'Algérie. Un cas où l'indépendance n'a pas du tout été négociée, mais bien conquise, au terme d'une guerre extrêmement longue et brutale. L'Algérie était française, oui, mais elle avait une particularité qui change tout. C'était ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Ça veut dire qu'une très importante population d'origine européenne s'y était installée depuis des générations et la considérait comme sa patrie. C'est ça, la clé qui explique la violence du conflit. 1 million. Ce chiffre dit tout. Il faut s'imaginer 1 million d'Européens qui vivaient là, aux côtés de 9 millions d'Algériens. Pour eux, l'idée même d'une Algérie indépendante était juste impensable. Leur opposition farouche, soutenue par une partie de l'armée, a rendu une issue pacifique quasiment impossible. La guerre était inévitable. Et les conséquences ont été absolument sismiques. Évidemment pour l'Algérie, qui a payé un prix terrible pour sa liberté. Mais aussi pour la France, qui a été plongée dans une crise politique telle que son régime, la 4e République, s'est effondré. C'est le retour du général de Gaulle qui a permis de sortir de l'impasse et d'aboutir à l'indépendance en 1962. Bon, ça y est, l'indépendance est là. On pourrait croire que le plus dur est fait. En réalité, pour toutes ces nouvelles nations, c'est une nouvelle montagne de défis qui se dresse. Il faut construire un pays, un État qui fonctionne, souvent à partir de rien. Et ces défis sont colossaux. D'abord, il faut bâtir une administration, des institutions, souvent à l'intérieur de frontières tracées à la règle par les colonisateurs. Ensuite, il faut construire une économie qui ne soit plus juste au service de l'ancienne métropole. Et enfin, le plus urgent, il faut s'attaquer à la pauvreté massive alors que la population explose. C'est une équation très compliquée. Sur le plan politique, beaucoup espéraient voir naître des démocraties. Mais la réalité a souvent été bien plus dure. L'instabilité, les tensions ethniques, les difficultés économiques, tout ça a créé un terrain parfait pour les coups d'État et l'arrivée au pouvoir de dictateurs. Le rêve démocratique a souvent tourné court. Mais face à tous ces problèmes, ces nouveaux États ont vite compris une chose. Unis, ils seraient plus forts. Ensemble, ils pouvaient devenir une nouvelle voie, une troisième voie, dans un monde alors totalement dominé par la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et c'est là qu'est né le concept de tiers-monde. Attention, ce terme ne voulait pas juste dire pays pauvre. Non, il portait une ambition politique énorme. Celle de refuser de choisir un camp, de refuser de s'aligner soit sur le bloc américain, soit sur le bloc soviétique. Ils voulaient tracer leur propre chemin.
Le vrai point de départ de ce mouvement, c'est la conférence de Bandung, en Indonésie, en 1955. C'est un moment historique. Pour la toute première fois, les leaders de 29 pays d'Asie et d'Afrique se réunissent entre eux, sans les anciennes puissances coloniales. C'est une affirmation spectaculaire de leur existence sur la scène mondiale. De la partition sanglante de l'Inde à la guerre déchirante d'Algérie, de l'espoir fou de Bandung aux immenses défis du développement, la décolonisation a profondément modelé le monde dans lequel on vit. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour aujourd'hui. Des décennies plus tard, quelle est l'influence réelle de ces nations, nées dans la douleur et l'espoir, sur l'échiquier mondial actuel ?